Donc, Josiane, on voudrait juste explorer avec toi ce que nous apprend un peu cette pandémie. Alors, tu me disais tout à l'heure, en fait, tout le monde relit les grands classiques, là, La peste de Camus, l'épidémie, le hussard sur le toit sur l'épidémie de choléra en Provence de Giono. Mais aujourd'hui, on pensait que c'était plus possible de connaître des pandémies comme ça. D'abord, je pense que c'est intéressant de revoir un petit peu notre histoire et puis de revoir, de profiter aussi de ce temps-là pour revoir aussi certains films, notamment la stratégie du choc de Darmitlin. Et puis, je pense aussi de repenser à ce qui s'est passé aussi en Grèce. La Grèce a vécu et vit encore, effectivement, sous les jougs du néolibéralisme. Voilà, et revoir les films de Yanis et Yolita, notamment Je lutte dont je suis, etc. Tout ça peut nous apprendre quand même beaucoup de choses sur ce que peuvent faire des dirigeants. Voilà. Donc, oui, on pensait aujourd'hui qu'on ne pouvait pas imaginer que cela nous arriverait. Voilà, que cette crise pandémique, ce n'était plus pensable, que c'était derrière nous, tout ça. Parce que nos conditions sanitaires, on les imagine, on les voit de plus en plus performantes. Alors tout ça, je mets des guillemets, protectrices, parce que l'idée fait que techniquement, les choses évoluent. Voilà, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, voilà, dans le domaine de la recherche médicale, pharmaceutique, prophylactique, et voilà, mais aussi cette croyance que la technologie va nous délivrer de toutes nos irresponsabilités, alors écologiques, médicales, et voilà, donc ça fait quand même presque 30 ans que l'on vit sous cette illusion de protection. Voilà, et que la gestion de la pandémie révèle quand même des carences de l'État, une sorte d'incohérence, voilà, et dans une société qui est hyper organisée, par contre, c'est ça qui est un petit peu contradictoire quand même, très 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 contradictoire. Donc voilà, cette pandémie nous amène donc à réfléchir et à revoir ce qui fait crise et comment on peut y faire face. On dit souvent que nos sociétés sont des géants en pied d'argile, en fait, mais on se rendait peut-être pas compte, en fait. On vivait dans une espèce d'idée fausse de la réalité de notre fragilité. Pourtant, on l'avait sous les yeux. Nos dirigeants, eux, ils sont toujours en train, là, en ce moment, de penser au gain avant de penser à l'humain. Voilà, on a délocalisé à n'en plus finir. Tout est parti comme ça à volo. D'un côté, il y a un système de croyances populaires qui est véhiculé par ce qu'on appelle les derniers, ce que Macron a appelé les premiers de cordée, nos élites bien pensantes qui se chargent de nous trouver toutes les solutions les plus merveilleuses, les plus adéquates et les plus adaptées pour nous sortir de nos misères, mais qui réfléchissent aussi en même temps surtout à leur profit, comment gonfler leur entreprise multinationale, comment déplacer les bénéfices exponentiels de leurs plus-values, les paradis fiscaux, et les mettre dans les paradis fiscaux. Et de l'autre côté, tout en bas de l'échelle, de la hiérarchie, les petits, les invisibles, comme dit Dominique Méda, qui est sociologue du travail, ceux qui tous les jours font marcher l'économie. Et c'est ça qui nous crie aux yeux aujourd'hui. On les a entendus hurler, ces gens-là, et on était avec eux lorsqu'on a hurlé que le système était pourri, que leur profit ne valait pas nos vies. La réponse, elle a été claire. Ça a été du gazage, des coups de flashball, des gardes à vue. Alors effectivement, ça interroge. Quand un pays n'est même pas capable de venir en aide à son peuple, comment on appelle ça? Ben, moi, je pense qu'il est quand même temps de renverser les hiérarchies. Mais aussi bien au niveau international que national que local. Oui, parce que je crois qu'elles sont liées de toute façon. Elles sont profondément liées. Oui, sans cette prise de conscience, nous allons revenir à ce qui existait avant. Et ça, c'est une des craintes. Voilà, depuis des années, on a délocalisé nos entreprises pharmaceutiques, réduit toute la recherche et ça devient à des parts très misérables. La recherche d'une main-d'œuvre toujours moins chère. On a réduit les coûts et dévalorisé l'organisation du travail et les salaires. Il faut dire que la dévalorisation du travail, c'est toujours une variable d'ajustement dans les cas de crise. On a développé des accords de libre-échange, TAFTA, les CETA, les Mercosur, qui n'avaient de sens que pour les grandes multinationales, avec en plus des tribunaux arbitraux privés qui ont la possibilité d'accuser des États. On a organisé des G7, les toutes puissants de la Terre qui décident à notre place. On a créé des forums économiques, stratégiques, pour bien faire entrer le clou.
Et sans oublier ces fameuses COP 21, on se demande bien aujourd'hui à quoi elles servent. On connaît bien la 21, mais il y a eu la 22, la 23. Il y aurait normalement la 26 là en 2020, mais je pense qu'elle va être remise en question. Donc à quoi sert tout ça en fait, si ce n'est qu'à une infime minorité, on appelle ça les 1% d'une population. Tout le reste, les 99%, c'est ce qu'on appellerait les invisibles. C'est une question qui est grave parce que depuis 20 jours, là, ce qui se passe là sous vos yeux, c'est qu'on voit bien que le personnel soignant, les caissières, les éboueurs, les livreurs, pleurent de tout leur sang pour nous dire qu'il n'y a pas de moyens de protection, qu'il n'y a pas de vaccin, qu'il n'y a pas de test, qu'il n'y a pas de dépistage, rien. Voilà, on dit aux gens, vous pouvez sortir, puis on dit aux gens, ben non, il ne faut pas sortir. Oui, mais seulement pour aller travailler. Donc, un pays riche, où les derniers de cordée hurlent à la mort et partagés, un pays riche où on nous dit, restez chez vous, confinés, séparés, un pays riche qui n'a plus les moyens de la survie de son peuple, oui, il faut renverser la vapeur, renverser la stratégie du choc. D'accord. Et là, tu reviens à Naomi Klein. Et là, je reviens effectivement au livre de Naomi Klein, effectivement, qui dit clairement qu'une population, effectivement, quand les citoyens sont sidérés, les gestionnaires en profitent pour faire régner des politiques acerbes, dictature, politique sécuritaire, etc. Donc, effectivement, il est grand temps de renverser les hiérarchies et de renverser la vapeur. Voilà, et de repenser cette stratégie du choc. Et quand on voit qu'un ministre des Comptes publics, Gérard Darmanin, lance un appel aux dons pour soutenir les entreprises, c'est... Ouais, c'est extraordinaire, mais il n'y a pas que Darmanin. Il y a, comme il s'appelle, le ministre... Le maire, non? Le maire, voilà. Le maire, lui, par contre, il dit que ce qu'il faudrait faire, c'est... effectivement, oui, compenser effectivement le salaire des ouvriers, mais attention, il faut faire attention que les entreprises, elles ont aussi des actionnaires à payer, et il ne faut pas tout mélanger, il faut qu'elles continuent à pouvoir payer ces actionnaires. Ça, c'est pas possible. On va donner à ces mêmes grosses entreprises multinationales de l'argent public pour sauver les emplois, mais leur bénéfice, on ne va surtout pas le toucher. Ils ne payent pas leurs impôts les 3/4 du temps, ou en tout cas ne payent pas la juste part d'impôts. Mais ça, on ne va pas le toucher, on ne va pas leur dire non, ils vont continuer à engraisser effectivement les paradis fiscaux et les actionnaires. Bon, là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas une question de trésorerie, c'est bien une question de justice, là. C'est un monde qui marche sur la tête. D'accord. Est-ce que quand même on trouve dans cette période un peu compliquée, certes, mais est-ce que quand même on trouve des signes positifs, des signes d'espoir, Des signes d'espoir, moi je pense que oui, parce que notre monde, à mon avis, il est pas vide de sens. Il n'est pas vide de sens parce que ça fait des années qu'il y a une frange de la population qui est de plus en plus importante, qui prend de plus en plus conscience de ce qui se passe, on l'a vu dans les dernières manifestations, et qui développe des stratégies, des alternatives, des solutions et des solidarités. Et ça, c'est très, 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 très important d'avoir ça. Mines en transition, les AMAP, les GAZ, les associations d'éducation populaire, les monnaies locales, les hauts biens communs, les énergies, les déchets, etc. Tout ça, ce sont des stratégies qui se sont mises en place notamment dans les communes, dans notre petit territoire, pour sauver un petit peu ce qu'il y avait à sauver, quoi. Voilà, et pour dire aussi que nos valeurs humaines, elles sont bien plus riches que leurs propres gains. Voilà, je pense que ça, c'est une réalité. Et que ce qu'il faut sauver, effectivement, c'est actuellement les solidarités qui se déploient autour de nous, elles se déploient autour de choses tout à fait que l'on pensait banales. Aller acheter à manger, se soigner, habiter, se déplacer. Et paradoxalement, quand on mesure tout ça, il y a un jeu de contraste entre nous, et ça nous renvoie à l'inutile de certaines choses qu'on pouvait faire, à la futilité, ou à l'imposer de certains travaux, de certaines politiques, qu'on disait extrêmement importantes. Je pense à des aviations, je pense à des ports, je pense à des autoroutes, je pense à Notre-Dame-des-Landes, etc. Tous ces grands projets qui paraissaient absolument obligatoires de faire, mais en fait qui servaient à qui? Une minorité. Donc tout ça, il va falloir le repenser, sérieusement.
Et je pense que ce qui est important, justement, et c'est là notre recherche, c'est qu'on a tout ça quand même en mémoire, même si on n'a pas gagné toute une revendication. On a ça en mémoire, et que ça nous permet de réimaginer notre transition, mais la réimaginer collectivement. Parce que l'idée de la production, du productivisme, de la concurrence, de la croissance, du pouvoir, voilà, ça va continuer probablement à exister, et nos dirigeants vont se saisir. Ils vont surtout se saisir de notre état de sidération. Je reviens là aussi encore à la stratégie du choc. On le voit donc avec les mesures dont on a parlé tout à l'heure avec Bruno Le Maire, donc voilà, qui veut continuer à garder ces multinationales et en tout cas à payer les actionnaires. Voilà, moi je pense que les choses ne sont pas finies, mais qu'on a aujourd'hui une expérience qui est certes là aujourd'hui dans l'urgence malheureuse, mais qui est dans un vécu extrêmement charnel. Voilà, ce qui se vit en ce moment. Et pour nous, enfin pour moi en tout cas, importante, et que toutes ces privatisations de nos libertés jusqu'aux sanctions sécuritaires, on ne pourra pas les effacer de notre mémoire. On les vit, on les voit, on les entend. C'est toute la littérature, ça. C'est du vécu. Donc voilà, pour dire que jamais les alternatives n'ont été aussi évidentes voilà, pour nous, et que le désordre, par contre, lui, est extrêmement palpable. Tu as cité tout à l'heure les nombreuses associations du collectif Nîmes en Transition. Et en fait, là, on voit bien que malgré tout, le concept de Nîmes en Transition, c'est-à-dire de la réunion de toutes ces associations, le travail ensemble, finalement, il est porteur de sens, au sens même un peu systémique, en fait. Et le pacte qui vient derrière aussi, le pacte pour la transition, bon, on nous a parfois dit qu'il n'était pas assez systémique, mais malgré tout, il a quand même cette vertu-là, quand même, de balayer un champ assez large. Oui, je pense qu'effectivement, toutes ces associations, le travail qui a été fait avec le pacte, c'est un travail collectif. Donc je pense que le collectif est très important pour réfléchir ensemble et après individuellement modifier les choses. Je ne crois pas trop à l'inverse. On change individuellement et puis après collectivement, on va pouvoir faire des choses. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est des discussions à avoir. Et je pense que le collectif, effectivement, gérer, travailler ensemble, imaginer notre avenir, permet à chacun, après, de se situer, parce qu'il y a un dialogue, et parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a des prises de position, parce qu'il y a des actions concrètes qui se mettent en place. Et bien, je pense que tout ça nous fait réfléchir, effectivement, sur les propositions à faire. Et justement, ce sont des changements systémiques, comme je dis, mais qui ne peuvent pas se faire tout seul dans un coin, avec un crayon et un papier. C'est un travail démocratique, ouvert, de la gestion de nos communs. Voilà, quand je dis ça, je pense effectivement à tous nos services publics qu'il faut absolument se réapproprier, justement, contre les représentants du grand capital ou de l'industrie bancaire, etc. Donc je pense que ça c'est important, puisque le Conseil national de la résistance l'a fait en 45, pardon, et en 58 il avait créé les CHU. Et que je sache, la nation n'était pas extrêmement riche à ce moment-là, puisqu'elle partait de la guerre. Donc, c'est pas un problème de trésorerie, c'est un problème de stratégie politique qu'il faut vraiment avoir, mais tous ensemble. Voilà. Alors, moi, je parle des services publics, mais il n'y a pas que les services publics. Alors, je parle de l'eau, je parle de la terre, je parle de l'air, je parle du temps, je parle aussi du transport, puis il y en a plein d'autres comme ça, qu'il faut vraiment se réapproprier, parce que les bénéfices d'un service public, ça tout le monde le sait, retournent à l'objet. Si c'est l'eau, les bénéfices de l'eau retournent à l'eau. Si c'est le transport, les bénéfices du transport retournent au transport. Dans une délégation de service public ou dans un partenariat public-privé, les dividendes partent aux actionnaires ou dans les paradis fiscaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est la contradiction qu'il y a avec ce que vous proposez, ce que voudrait faire Monsieur le maire. Voilà. Mais il y a aussi toute l'agriculture. Relocaliser notre industrie, relocaliser notre agriculture dans nos territoires et avoir une alimentation choisie. On voit bien que là aujourd'hui, c'est ça qui nous sauve, c'est les AMAP, ce sont les compléments d'achat, etc. Les petits producteurs qui sont là sur 10 km autour de nos villes et de nos villages, qui peuvent nous approvisionner. Ceux qui venaient de très très loin, par train, par charter, par camion, ils traversent plus la France, donc ils ne servent plus. Donc voilà, ça c'est très important. Inventer de nouvelles solidarités aussi, et renforcer celles qui existent, parce que la solidarité, on le voit aujourd'hui, si elle n'existe pas, on nous a appris à fonctionner d'une manière très individuelle.
On nous a séparés, on nous a sectionnés, on l'a vu dans nos boulots, dans notre travail. Le travail collectif était de moins en moins important, c'est la personne elle-même qui est prise à partie, etc. C'est pas l'ensemble d'un groupe de travail. Donc les solidarités internationales, les solidarités entre nous sont extrêmement importantes à avoir. Ce qu'il faut faire aussi, moi je pense que c'est le prendre soin, on en parle de plus en plus. Alors, prendre soin de nous, là dans l'urgence, ici, aujourd'hui et maintenant, mais aussi prendre, dans un deuxième temps, un temps beaucoup plus court, ça serait prendre soin de la Terre et soin des humains et repenser, renforcer les solidarités internationales. La Confédération paysanne avait créé Via Campesina, qui existe toujours. Je pense qu'il faudrait que ce soit quelque chose qui soit encore plus élargi. Ce qui se passe chez nos paysans à l'autre bout de la terre nous concerne aussi parce que le réchauffement climatique, on le voit, il ne s'arrête pas à la frontière. Donc on est dépendants l'un de l'autre et c'est ça notre propre responsabilité, comprendre cette dépendance. J'ai pas la solution, j'ai pas les solutions, c'est des idées comme ça qui nous sont venues en travaillant justement avec le pacte parce qu'il y a beaucoup de politiques qui étaient aussi dans ce sens-là, relocaliser effectivement l'agriculture paysanne. Mais ce qui se disait aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi faire un inventaire de nos besoins, de notre décroissance, de nos pollutions, de la transition écologique, des salaires. Comment ça se fait que les salaires des invisibles, ceux qui maintiennent la société, j'allais dire, et l'économie en ce moment, soient les salaires les plus bas et que ceux qui étaient soi-disant en haut, là-haut de l'échelle, ont des salaires mirobolants. C'est pas, il y a quelque chose, ça fonctionne pas. Donc, renversons la vapeur, renversons la stratégie du choc, c'est absolument indispensable. Donc là, c'est maintenant et ici qu'il faut agir parce que la Terre, de toute façon, elle attend plus là, maintenant, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Donc voilà, ça c'est l'action urgente, l'action à court terme, et puis l'action à long terme qui va se mettre en place aussi. Voilà. Mais sans oublier qu'il faut absolument éviter le repli sur soi. Le repli dans notre petit territoire. Je pense que, par exemple, repenser à la PAC 2020, c'est pas quelque chose de ridicule, c'est pas quelque chose... Tous les paysans attendent que cette PAC, et ils veulent y prendre part, soit repensée, modifiée, que déjà ils commencent à verser les dividendes qu'ils doivent aux paysans, déjà ça serait une bonne chose. Voilà, parce que cette PAC, elle est faite pour une frange, là aussi, de population, pour l'industrie alimentaire, pas pour l'agriculture au sens des paysans. Donc voilà, tout ça, il faut vraiment à repenser. Et on ne peut pas faire l'un, à mon avis, sans l'autre. Je pense qu'il faut toujours avoir ce regard-là de ces solidarités internationales par rapport à nos territoires. Et je pense que les politiques dans le pacte, les politiques qui ont signé le pacte, en tout cas, l'ont pas mal compris. Si on ne veut pas avoir d'accord de libre-échange, je pense que c'est cette solidarité-là qu'il faut développer. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Si. Enfin, j'espérais quelque chose d'un poil plus optimiste et positif, mais... Ah ben oui, non mais attends, le grand sens, de toute façon, il ne sera pas, faut pas se leurrer. Non, mais l'optimisme, c'est que nos alternatives que nous avons créées, quand je dis alternatives alimentaires, au niveau de l'énergie, au niveau des régies, des coopératives, etc., toutes ces alternatives médicales aussi, parce qu'il y a eu des alternatives médicales qu'on a notamment l'homéopathie, qu'on a mis de côté. Tout ça, ce sont des outils formidables que nous avons créés. C'est nous qui sommes à l'œuvre derrière tout ça. Quand je dis nous, c'est un ensemble de gens, de techniciens, de citoyens, d'associations, etc. Ça, il faut vraiment l'avoir en mémoire et c'est maintenant qu'il faut en reparler. C'est maintenant qu'il faut le mettre en avant et le structurer de façon à ce que quand nos dirigeants viendront nous dire qu'on va recommencer comme avant, que nous on puisse avancer ces billets-là. Je pense que c'est là où l'optimisme doit pouvoir nous gagner. En tout cas, non. D'accord. On ne va pas recommencer comme avant, non. Oui, mais sauf qu'ils nous disent pas qu'on va recommencer comme avant. Précisément, ils nous essayent de nous vendre le contraire. Ils essayent de nous dire plus rien ne sera comme avant. Mais en réalité, on peut en douter de leur volonté d'aller autrement. Mais voilà, non, mais ils vont continuer à vendre les services publics. Voilà, je pense que là, maintenant, je pense qu'on va être certainement, moi je pense que ça va nous rendre trois fois plus forts.
Parce qu'on aura pris conscience de ça. Je pense qu'on n'avait pas été vraiment atteint. On a cru effectivement que les choses pourraient, on y arrivera, on descend dans la rue, on fait des manifs, on crie, etc. On fait grève, mais voilà, franchement, on voit bien comment cette pandémie met les pendules à l'heure. Comment cette hiérarchie des valeurs n'est plus possible. Parce qu'elle le tue. Tout bêtement, elle tue cette hiérarchie des valeurs. Donc on ne va pas continuer à se faire assassiner. Non, certes, on n'en a pas envie. Ouais, voilà. Donc on stop, on arrête. Donc moi c'est là où je mets l'espoir. Maintenant après, j'espère qu'on fera des milliards à se battre. D'accord, mais ça bouge un peu aussi du côté institutionnel, parce qu'en fait, par exemple, il y a eu un appel par une cinquantaine de députés là avant-hier, à aller sur des plateformes de l'Assemblée nationale, je crois, pour élaborer des choses impératives à prendre en compte qui ne l'ont pas été jusqu'à maintenant. Alors, évidemment, ça vient d'une partie, pour partie, de députés du parti majoritaire, donc on peut douter de leur réelle volonté de faire bouger les choses. Il y a aussi la convention citoyenne qui est arrêtée, qui est un peu à l'arrêt, mais où j'ai entendu des membres lancer des appels très vifs pour effectivement remettre en cause beaucoup plus de choses que ce que le programme officiel de la convention citoyenne leur permettait de faire. Donc il y a des prises de conscience quand même. Comment ça va être géré ça par nos chers gouvernants Oui, c'est pour ça que moi je pense que la démocratie est un des points sur lequel il faut absolument bouger. C'est-à-dire que je pense que toutes les instances qui peuvent être créées, notamment dans une commune, par exemple, pour revenir au territoire et au pacte, il faut qu'il y ait des commissions citoyennes qui garantissent la pérennité des modifications qui sont faites. S'il n'y a pas cette garantie-là, une fois que le mandat du maire est terminé, on revient à ce qui existait avant. Donc on n'avance jamais. Une délégation de service public qui passe en régie, par exemple, ou en coopérative, s'il n'y a pas une instance indépendante de citoyens, d'associations qui gèrent là en permanence ces biens fondamentaux, on est sûr que ça durera le temps de mandat. Il ne faut pas que ça dure le temps de mandat. Si on pense que c'est des biens fondamentaux qu'il faut gérer par ce qu'on appelle les communs, c'est ça la vraie question, c'est comment on se réapproprie ces communs, cette capacité à gérer quelque chose qui n'est pas à vendre, l'eau, l'air, le temps, etc. Ce n'est pas à vendre. Donc c'est à nous à le gérer, avec les politiques peut-être, mais pas les politiques tout seuls, surtout plus. Ça c'était le temps d'avant. D'accord. Là, donc on a du boulot. On a du boulot. Il y a du boulot. Ok. Bon, on reviendra sur tout ça plus en détail vendredi avec d'autres personnes. Voilà. Bon, mais merci et à bientôt.